Merci de votre attention. Nous allons donc clore ce colloque qui s'est déroulé donc depuis 3 jours, des 2 premiers jours à la Bibliothèque nationale et aujourd'hui à l'Académie Beit el-Hekma. Alors c'est un honneur, un grand honneur pour moi de clore ce colloque et cette session et cette conférence de modérer cette conférence de clôture avec Michel Cotte. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'abord académiques, scientifiques et aussi pour des raisons humaines, puisque à titre personnel, je suis particulièrement touchée de la présence de Michel parmi nous en Tunisie. Parce que, bon, je ne veux pas m'attarder sur des considérations personnelles, mais Michel Cotte était mon enseignant d'histoire des techniques en 3e cycle, l'histoire des sciences à l'Université de Nantes, et j'en garde un souvenir particulièrement fort. Et deuxième point important, peut-être aussi à rappeler pour l'audience, c'est que Michel Cotte est un grand ami de la Tunisie, qui était donc un enseignant et coopérant pendant plusieurs années. Et en tant qu'ancien conseiller ICOMOS, je pense que c'est la bonne occasion pour le rappeler, puisque, donc, pour ne pas dire de bêtises, donc tu as été conseiller principal, c'est le titre exact, enfin l'intitulé, conseiller donc pour l'ICOMOS, c'est-à-dire le Conseil international des monuments et des sites protégés, donc pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est d'ailleurs donc Michel Cotte ici présent et fait partie de ceux qui ont contribué, en tout cas qui ont fait partie du jury qui a donc classé Djerba comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quand même un honneur de l'avoir parmi nous. Donc, pour le présenter très rapidement, à part ça, donc il est professeur d'histoire des techniques à l'Université de Nantes, professeur honoraire actuellement à l'Université de Nantes, membre du Centre François Viette. Il a présidé aussi pendant très longtemps la Société française d'histoire des sciences et des techniques. Il fait partie donc de ces défenseurs de la vision de l'histoire des sciences, pas seulement à travers les sciences, mais également à travers les techniques. Et donc, il est auteur de différents ouvrages, de plusieurs ouvrages, dont notamment ce dernier que je vais vous présenter ici, Le patrimoine scientifique et technique mondial existe-t-il ? Vous avez pu peut-être consulter. Et aujourd'hui, donc, on va clore ce colloque avec cette conférence qui s'intitule « Importance et rôle historique de la diffusion des techniques à différents moments de l'histoire humaine ». Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Messa. Je suis très touché de l'accueil que toi et ton équipe nous avez réservé. Également, les institutions qui nous ont accueillis, la Bibliothèque nationale et l'Académie aujourd'hui. Je crois que c'est un très beau colloque et j'ai ce grand honneur de prononcer la conférence de clôture. Voilà. Alors, pour compléter un tout petit peu le bouton sur lequel... Voilà. Compléter un petit peu, je voudrais dire un peu sous quel angle et quel type de point de vue je vais apporter, peut-être un petit peu décalé, peut-être un regard un petit peu à côté. Disons que j'ai le privilège de l'âge, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de mener plusieurs apprentissages et c'est un petit peu le résultat de ces apprentissages que je voudrais vous présenter ce soir, notamment dans l'optique de cette diffusion des connaissances, je dirais d'une manière un peu générale, connaissances scientifiques, connaissances technologiques, et peut-être aussi connaissances de sciences humaines. Voilà, j'ai d'abord été enseignant de sciences physiques, j'ai débuté ma carrière en Tunisie, à l'école normale de Gafsa, ce qui était une aventure, oasis du sud tunisien. Et puis, j'ai pu faire après un petit peu d'histoire des sciences, mais surtout beaucoup d'histoire des techniques, une thèse en histoire des techniques. Et je vous présente son édition aux presses universitaires du Septentrion. Donc, innovation et transfert de technologie, le cas des entreprises de Marc Seguin. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste du Moyen-Âge. On est au début de la révolution industrielle. Mais ça s'appelait aussi la question de l'innovation, et il y a un sous-titre, innovation et transfert de technologie. Voilà. Donc, on est dans un double mouvement dans ce travail de recherche, c'est-à-dire que bien sûr les idées bougent, mais elles s'adaptent et elles changent. Il y a déjà un premier thème. Et puis, je suis allé un petit peu plus loin dans un deuxième temps avec cet ouvrage
bien sûr centré sur les débuts de la révolution industrielle en Europe et en Amérique du Nord, sur un ouvrage qui s'appelait donc De l'espionnage à la veille technologique. Voilà une figure dont on n'a pas parlé, j'en dirai quelques mots, l'espion. Euh, la science et la technique travaillent aussi avec des hommes, pas seulement avec des documents, et ces hommes peuvent être qualifiés d'espions, mais ils peuvent être aussi qualifiés de personnes qui font de la veille technologique. Ça dépend de quel point de vue on les regarde. J'aime beaucoup dire la langue anglaise, de ce point de vue-là, est beaucoup plus riche que le français. Donc, peut-être une petite anecdote. Vous savez que les Anglais, quand ils observent ce qui se passe à l'étranger, ils ont un mot très précis pour ça. C'est intelligence. Intelligence Service. Ça, c'est quand les Anglais vont voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Et puis, quand ce ne sont pas des Anglais, c'est-à-dire un petit peu n'importe qui, c'est spy, to spy. Vous voyez, on espionne, espion. C'est la figure classique, quoi, le mot banal, c'est spy. Et puis, il y a un mot très spécifique, c'est-à-dire que quand l'espionnage est fait par un Français, alors c'est espionnage. Donc, vous voyez, c'est une figure qui marque l'histoire contemporaine, en tout cas. Voilà. Et puis, une troisième carrière, mais ça l'a rappelé très gentiment, cette petite participation que j'ai eue à l'acceptation de Djerba sur la liste du patrimoine mondial, mais ça a été cette opportunité, cette chance de pouvoir travailler avec l'ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites. Et je salue d'ailleurs la présence de Feka, qui est la présidente de la section de Tunisie, qui a eu l'amabilité de se joindre à nous. Qui est aussi un monde, et qui est aussi un monde qui regarde la circulation des idées au sens général, au sens de la culture, mais aussi des idées scientifiques, des idées techniques, mais qui le regarde peut-être avec d'autres sources. On n'est pas dans le document écrit, on est dans le site, dans le lieu, dans l'objet, dans le territoire. Et est-ce que ces lieux, ces sites, ces objets témoignent des transferts de technologie? C'est peut-être une des problématiques qu'on n'a pas beaucoup abordées et que je voudrais évoquer avec vous. J'ai aussi eu cette chance à travers e-commerce de me voir confier certaines responsabilités qui sont ce qu'on appelle les études thématiques, c'est-à-dire que non seulement on juge des dossiers candidats, c'est des propositions faites par les gouvernements des différents États, partie de la Convention, mais on a aussi le devoir, en tant qu'ONG internationale, de proposer des études thématiques sur des thèmes nouveaux de patrimoine. Et j'ai eu l'honneur de diriger ou de co-diriger deux de ces études. L'étude sur le patrimoine de l'astronomie et de l'archéoastronomie. Donc, vous voyez qu'on est tout à fait dans un sujet de science et de concrétisation de la science, des connaissances, des compétences d'une époque donnée, dans un lieu donné. Et c'est le lieu qui témoigne de ces choses-là. Donc, ça a été un travail extrêmement intéressant qui a été fait en partenariat. C'est un partenariat entre l'ICOMOS et l'Union astronomique internationale. Et puis, cette thématique du patrimoine de l'eau, et je crois qu'il faut que j'en dise un mot en Tunisie quand même, parce que c'était délibéré de la part de notre organisation, en concertation évidemment avec le Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO, c'était de faire un travail de réflexion sur que peut être le patrimoine de la gestion de l'eau. Parce que ce patrimoine, classiquement, était un patrimoine de monuments religieux, monuments civils, monuments politiques, monuments édilitaires, un patrimoine d'urbanisme, un patrimoine d'archéologie, archéologie de lieux bâtis pour la plupart, mais les infrastructures, l'eau, le transport, etc., n'apparaissaient pas. Donc, que pouvait être ce patrimoine de l'eau, notamment dans une région de culture à la fois de longue durée et de grande distance. Et c'était le monde islamique et musulman qui a été retenu et qui a révélé des potentiels de patrimoine tout à fait intéressants.
il faut que j'avance parce que j'ai prévu de vous dire beaucoup de choses, mais je vous dirai sans doute pas tout. Alors, avançons un petit peu. Alors, premier point, au-delà de cette présentation de mes points de vue, vous voyez, hein, un point de vue un petit peu de côté peut-être par rapport à beaucoup de choses qui se sont dites ici. Alors, sciences et techniques, je retrouve des choses, on vient d'avoir cette session sur la mécanique, sur un objet. Alors là, c'est un objet, c'est pas un lieu, mais qui m'interroge beaucoup et qui peut être significatif du lien entre sciences et techniques. Je voudrais insister là-dessus. Je crois que c'est deux faces de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la connaissance abstraite, la théorisation, la mise en concept d'un certain nombre de choses, et puis il y a de l'autre côté l'application, la mise en œuvre pratique servant à quelque chose, mais il s'agit bien du même objet. Et quand on voit cette machine denticitaire, qui est une machine calendaire en fait de l'époque grecque, qui était dans un bateau romain d'ailleurs, avec des œuvres d'art, qui étaient donc considérées comme une œuvre d'art, eh bien, cette machine montre qu'il faut non seulement des compétences scientifiques, mais il faut des compétences techniques, on l'a rappelé tout à l'heure dans la session précédente, des compétences techniques multiples et qui interrogent sur les relations entre les différentes compétences scientifiques pures et dures, de connaissances astronomiques, d'observation du ciel, de compréhension de la reproduction des phénomènes célestes, et puis leur traduction dans des mécanismes. Ces mécanismes nécessitent évidemment des compétences, mais aussi des compétences de métallurgie, des compétences d'outillage pour réaliser les engrenages. Il y a donc tout un ensemble de compétences, de connaissances techniques, scientifiques, technoscientifiques qui doivent travailler ensemble. Il y a plusieurs corps de métier. Si vous n'avez pas les métallurgistes compétents pour le métal de qualité, si vous n'avez pas les outils, si vous n'avez pas celui qui sait faire fonctionner efficacement les outils, si vous n'avez pas la connaissance scientifique, vous n'avez pas cette machine. Or, elle a existé, on en a les témoignages matériels. C'est absolument incontestable. Donc, ce lien science-technique. Là, je passe très vite. On retrouve ce qui a été dit dans la communication précédente, c'est l'horloge astronomique de Strasbourg, mais avec le même type de questions. C'est plus la même époque. On est maintenant au Moyen Âge, mécanisme qui a été conçu à la fin du Moyen Âge, qui a été restauré à la Renaissance et qui a été à nouveau restauré au début du 19e siècle. On a une somme de compétences qui se génèrent et s'entretiennent les unes les autres. On a un système. Alors voilà, sciences et techniques, donc pour conclure ce point, une étroitesse de lien entre ces deux domaines, des rencontres de compétences, et à l'échelle locale, il y a des lieux privilégiés où ces compétences s'expriment. C'est-à-dire que non seulement il y a les hommes, les outils, mais il y a aussi les ateliers, il y a les synergies socio-techniques, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, il faut des commandes publiques, privées, il faut une forme de marché. Hein. Donc la réalisation de ces machines, de ces mécanismes, s'inscrit dans une histoire économique, dans une histoire sociale. Il y a non seulement les compétences technoscientifiques, mais il y a également toute une société qui, autour, doit à la fois avoir le besoin, l'exprimer et être capable de le supporter socialement, financièrement et philosophiquement aussi. Hein. Donc, à l'échelle de la société grecque, ça interroge peut-être aussi sur les rapports sociaux, puisque, alors moi, je suis novice dans le Moyen-Âge, mais j'ai retenu cette idée d'arts libéraux d'un côté, qui représente plutôt une forme d'élite de la société, et puis des arts mécaniques qui sont plutôt dévolus à des groupes sociaux inférieurs. Au temps des Grecs, on nous dit, ah oui, mais les arts mécaniques, c'était les esclaves.
Et puis ensuite, on nous dit, ah ben oui, mais ils sont liés au seigneur, ils ont un statut plus ou moins servile. Et puis après, ils sont liés, dans la deuxième partie du Moyen Âge, ils sont liés à la ville. Il y a des guildes, ils ne peuvent pas émigrer, etc. Alors, quels sont les rapports sociaux entre ces différents groupes, ces différentes compétences donc, toute l'organisation de la société est concernée par cette question de la diffusion des sciences et des techniques. Ce n'est pas seulement une question de transmettre une connaissance bien précise et clairement identifiée, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors, moi, ça m'a conduit, là, c'est peut-être le pédagogue qui parle, ça m'a conduit à faire un petit peu des métamodèles ou des ontologies, diraient les mécaniciens, qui du coup deviennent ahistoriques quelque part, mais qui essaient de rassembler toutes les données systémiques qui sont nécessaires autour d'une activité technoscientifique. Et alors, c'est des choses qu'on a montées avec les étudiants. Enfin, ça te rappelle peut-être des souvenirs, mais ça, hein, tu vois surgir le cours d'histoire des techniques du DEA de Nantes. Hein. Donc, la chasse, si on fait une ontologie de la chasse, donc on oublie les oiseaux, on oublie toutes ces très belles choses qu'on nous a montrées, les très beaux schémas pour revenir, si vous voulez, sur le dur des choses. Et on s'aperçoit qu'il faut une somme de compétences à la fois techniques, à la fois scientifiques, à la fois sociales, à la fois organisationnelles, logistiques, donc une structure de société qui sont absolument nécessaires pour que cette chasse, alors on pense plutôt à une chasse alimentaire, hein, peut-être pas une chasse édilitaire ou une chasse de distraction, donc qui inclut également l'utilisation de l'animal abattu, à la fois pour la nourriture, mais aussi pour l'os, pour le cuir, pour toute une série de choses. Donc, vous voyez, cet acte très précis de chasse, en fait, implique énormément de choses. Et il implique en particulier des sciences de l'observation. Je pense que cette notion de science de l'observation est un point tout à fait essentiel. Alors, pourquoi? Parce que cette science de l'observation, et pourquoi on peut la qualifier de science de l'observation, elle a pour but de prédire l'avenir. Et le calendrier est une prédiction de l'avenir. Je sais qu'il va se reproduire tel phénomène, telle saison, tel cycle de la nature, tel cycle de reproduction des animaux, et que ça se passe dans un milieu écologique, j'observe, etc. Si j'observe mal, si je fais mal mon calendrier, si j'ai mal compris les conditions écologiques de survie de mon gibier, la manière dont il se reproduit, la manière dont il se déplace, la manière dont il se nourrit, je vais manquer ma chasse. Et je vais manquer ma chasse, ce qui va peut-être engager mon pronostic vital au sens de groupe humain. En effet, j'ai moins de choses à manger. Alors je m'adapte. Je vais voir ailleurs, chasser ailleurs, chercher un gibier plus facile. Donc, on ne cesse d'innover et d'adapter. Hein. N'oubliez pas que ces systèmes techniques ne sont jamais figés. Hein. Ils sont dans une société, ils dépendent de tellement de contextes qu'ils ne cessent eux-mêmes d'être en mouvement, en déplacement, en adaptation, qu'elle soit sociale, technique, scientifique, humaine, de savoir-faire, de manque d'eau, de problèmes d'environnement, d'épuisement de la chasse, d'épuisement de l'eau. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je pense on peut vraiment saisir la notion de diffusion des sciences. Alors, quelques références maintenant. Je pense le roi Gourand, hein, pour ceux qui reconnaissent ces petits schémas. C'est assez intéressant parce que ça situe cette question de la relation entre science et technique d'une part, ça la situe d'autre part dans la relation au monde naturel. Et la science et la technique, c'est bien, dans un premier temps, une relation au monde naturel. Je n'oublie pas les mathématiques, on a dit beaucoup de choses, mais je le vois plus comme un langage. Ça a été présenté comme ça un petit peu ce matin, comme une syntaxe à propos d'objets conceptuels. Mais on sait que les applications, dès que les inconnus commencent à devenir connus, ça mesure des choses
qui sont en lien avec la nature ou avec la vie de l'homme d'une manière générale, mais qui appartient lui-même à cet ensemble naturel. Donc il y a une forme de déterminisme technique. La gravité est la même dans toutes les civilisations. Où ces variations infimes sont liées à la présence de masses montagneuses absolument énormes, mais on a mis un certain temps à s'en apercevoir. Nos chers alchimistes, dont on a beaucoup parlé, cherchaient, vous savez, à synthétiser l'or, etc. Ça y est, on a trouvé la réponse, quoi. Il faut rajouter des protons et des neutrons dans les noyaux et on sait faire la synthèse. Ça y est, on a la réponse. Mais je veux dire, alchimie ou pas, il n'y a pas 36 façons de faire un noyau d'or. Il faut le nombre de protons et le nombre de neutrons nécessaires. S'il y en a un de plus, ça devient autre chose, quoi. Voilà. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la chaussure. L'homme a besoin de se protéger les pieds dans des conditions similaires d'humidité, de nature des sols. Eh bien, on retrouve des solutions qui se ressemblent. Donc, il y a une forme de déterminisme technique qui fait que bien sûr, il y a circulation d'idées, mais y a-t-il une source unique? Non, sans doute pas pour beaucoup de choses. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a eu un petit échange sur Biel-Manivelle, mais probablement que Biel-Manivelle a été inventé à plusieurs reprises dans plusieurs civilisations, à différents moments de l'histoire. On le trouve déjà plus ou moins dans le tour du potier. C'est peut-être même pas antique, mais peut-être même proto-historique, la Biel-Manivelle. Alors ça a été rebreveté après en Angleterre par Watt, je crois, au XVIIIe siècle. Mais bien sûr, mais c'est à la fois génial et en même temps une imposture, c'est-à-dire que ça existait déjà depuis, j'allais dire une éternité à l'échelle humaine, une éternité humaine, disons. Les Chinois avaient des systèmes de pompes avec des bielles et les manivelles, c'était les jambes des ouvriers qui faisaient tourner la pompe. Enfin, alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais voilà, adaptation, comme les chaussures que nous montre le roi Gourand. Donc cette approche ethno-anthropologique, je dirais, de la technique est aussi une donnée à considérer. Et cet inventaire que le roi Gourand avait proposé de toute une série de mécanismes élémentaires, d'objets techniques élémentaires, est, je crois, extrêmement intéressante et doit rester présent à notre esprit. Autre exemple, un petit peu similaire, j'aime beaucoup ce lieu, c'est la ville de Troyes. On nous a présenté un magnifique manuscrit qui venait de la ville de Troyes, mais il y a aussi ce musée de l'homme et de la pensée ouvrière, j'aime beaucoup le titre, qui montre des collections d'outils avec cette adaptation des formes le cuir, c'est des tranchées à couper le cuir, si je ne me trompe pas, qui d'une ville à l'autre, d'une région à une autre, en fonction du cuir, peut-être des hommes, de qui la manipule. Est-ce que dans une ville, c'est peut-être plutôt des femmes qui vont le faire? Alors l'outil n'est peut-être pas exactement le même, n'a pas exactement la même dimension, n'a pas exactement le même poids. Donc voilà, cette adaptation, elle se décline aussi dans la variabilité des objets. Et ce sont des techniques qui sont communes à toutes les époques, à toutes les sociétés. Enfin, dès que le métal a été maîtrisé, dès qu'on est dans une civilisation du fer, et qu'on a su faire des outils tranchants, dès qu'on invente le tranchant, nous dirait le roi Gourand, eh bien, on voit apparaître cette diversité des formes au sujet de ces outils. À propos, je me trompe de bouton, à propos de transmission, je voudrais vous présenter cet exemple que peut-être vous connaissez, peut-être pas. C'est au Japon. C'est au Japon et on a au Japon des ponts traditionnels. Alors vous allez me dire, ah oui, ils doivent rien aux traditions occidentales. Quelle qu'en soit la nature, je vous l'accorde. Il n'y a rien d'équivalent en Europe d'ailleurs. J'ai jamais vu, peut-être en Chine, mais c'est pas certain. C'est des voûtes surbaissées en bois de plus de 30 mètres. C'est une performance technologique absolument incroyable.
Et vous allez me dire, ah oui, c'est formidable, il y a des plans. Oui, alors je ne vais pas vous dire le contraire, ça serait inexact. Il y a effectivement des plans qui sont un petit peu tardifs. Alors, ce n'est pas des choses très, très anciennes, mais quand même, ça remonte au XVIIe siècle. Et en fait, comment se fait la transmission du savoir? Oui, c'est une idée aussi que je voudrais vous soumettre, c'est-à-dire que la transmission du savoir, avant de concerner des gens qui sont ailleurs, nous concerne nous-mêmes. Il y a une transmission des savoirs qui est scientifique, technique, enfin toutes ces choses qu'on vient d'évoquer, qui est interne à une société. Hein, quand je parlais tout à l'heure de pronostic vital par rapport à la chasse, si on ne sait pas chasser et si on ne sait pas réunir toutes ces conditions, ça ne marche pas. Mais si on ne sait pas transmettre à nos enfants, ça ne marche pas non plus. Hein, le pronostic vital d'un groupe humain est mis en danger. Et alors là, comment se fait essentiellement la transmission? Eh bien, la transmission, et c'est considéré comme le noyau du patrimoine par ce monde japonais, c'est en fait le savoir-faire. Et le savoir-faire se concrétise dans un atelier. C'est-à-dire que le pont est associé à un atelier, il est associé à un maître charpentier, et il est associé à des ouvriers, à des apprentis. Et on a d'abord et en premier lieu le patrimoine, je dirais, immatériel de transmettre la fabrication du pont. Et alors, vous allez me dire, ah oui, mais le pont, on le reconstruit tous les 30 ans, tous les 40 ans. En gros, l'estimation, c'est que statistiquement, il faut le reconstruire à toutes les générations. Hein, une génération, un pont dure à peu près une génération. Alors, il y a des fois où ça peut être des générations ramassées, c'est des événements climatiques, d'autres fois un peu plus longs. Alors, on fait quoi entre-temps? Eh bien, on fait des modèles réduits. Et on entraîne les jeunes sur les modèles réduits, et c'est une transmission des savoirs. Alors là, il y a des plans. Mais on verra un autre exemple tout à l'heure où il n'y a même carrément pas de plan. Autre lieu absolument extraordinaire de transmission des savoirs, c'est le chantier. Alors, c'est vrai que c'était difficile, peut-être même pour une IA générative de faire une image du Moyen-Âge, d'un chantier du Moyen-Âge, mais on a, alors je dis chance avec des guillemets, on a eu cette chance en France d'avoir un chantier médiéval récemment avec la restauration de Notre-Dame de Paris. Et quelque part, il a fallu réinventer le chantier médiéval, réinventer des manières de travailler, donc, le chantier est un lieu extraordinaire et fondamental de transmission des savoirs de tous ordres, technologiques, scientifiques, dans tous les corps de métier, la charpente, le tailleur de pierre, le créateur de vitraux, le métallurgiste. On s'est aperçu qu'il y avait des liaisons métalliques beaucoup plus qu'on ne pensait dans une cathédrale comme cela. Voilà. Autre exemple de transmission des savoirs, donc les hommes. Les hommes portent le savoir. C'est bien, je veux dire, la documentation écrite, etc. C'est extrêmement intéressant, mais il faut faire aussi une approche ethnologique, je pense, de ces questions-là. Alors, vous allez me dire, c'est difficile pour le Moyen Âge. Ils sont plus trop là pour nous expliquer ce qui se passait. C'est exact. Mais ça peut être une autre manière de faire de l'histoire. Et les lieux peuvent nous apprendre, l'archéologie de territoire peut nous apprendre beaucoup de choses sur la manière dont les gens vivaient, travaillaient ensemble, comment ils cultivaient des choses. Alors, un petit exemple, il faut quand même que je parle de la Tunisie. Dans ces études thématiques qu'on a fait pour ICOMOS, l'hydraulique, notamment dans le monde arabo-musulman, était quelque chose d'extrêmement intéressant et qui montre, on y reviendra tout à l'heure sur les voies de diffusion, qui montre une diffusion extrêmement rapide des techniques hydrauliques dans tout l'espace arabo-musulman, et des techniques relativement sophistiquées. Et on trouve celle-ci, ce qu'on appelle donc en Tunisie une fogara, hein, à El Béchar, qui est une façon, dans des régions sèches,
peut-être pas de créer de toutes pièces une oasis, mais en tout cas de l'étendre et de lui donner des ressources en eau durables et d'une certaine importance. C'est de faire un drainage dans un piémont de montagne, hein, de capter en quelque sorte la nappe d'eau dans sa création du piémont. Et on a ce type d'installation à El-Guettar, donc dans le sud tunisien, mais on s'aperçoit que c'est une technique que l'on trouve en Iran, les Khanats d'Iran, que l'on trouve dans la péninsule arabique. Alors les noms changent, ça c'est très intéressant, l'étymologie n'est pas la même, mais la technique est absolument la même. Et donc on parle d'afflage en Oman ou en Arabie ou aux Émirats. Et je crois qu'il y a un autre nom, sans doute certains d'entre vous le connaissent, au Maroc par exemple, même en Afrique du Nord, le nom change. Fogara serait pour l'Algérie et pour la Tunisie, mais c'est peut-être un autre nom. Mais c'est toujours la même technique. Et cette technique, elle est presque ahistorique, parce que en fait, c'est pas une technique islamique. On la trouve avant, elle est pré-islamique. On la trouve probablement jusqu'à l'âge de fer. Hein, sur les datations que les archéologues font sur ces lieux de Fogara ou de drainage, si vous voulez, des piémonts pour renforcer les ressources en eau des oasis. Et on trouve ça dans toute cette région aride ou semi-aride. Je regarde ça là. Alors, maintenant, peut-être deux concepts assez fondamentaux pour l'histoire des techniques et qui vont peut-être nous éclairer sur ces phénomènes de diffusion des techniques et d'adaptation. Hein. Encore une fois, c'est pas des choses figées pour l'éternité, c'est des choses qui sont plastiques, qui ne cessent d'évoluer. Alors, la notion de système socio-technique a différentes références. On l'attribue notamment en langue française à Bertrand Gilles dans les prolégomènes de l'histoire des techniques. Je pense aussi à cette belle série, c'est un ouvrage collectif en plusieurs volumes, de Pierre Nora sur les lieux de mémoire, hein, encore une fois, les lieux porteurs de témoignages, et y compris de témoignages sur ces phénomènes de diffusion des compétences scientifiques et techniques. Alors, l'idée du système technique, c'est déjà un petit peu ce qu'on a vu, la chasse, les choses comme ça. C'est-à-dire que autour d'un objet donné, autour d'un savoir-faire donné, autour peut-être d'une ville de savoir-faire, on voit se développer toute une série d'éléments. Hein. On peut organiser les éléments nécessaires au fonctionnement de création, de production, de réalisation de cet objet. Des ressources minérales, matérielles, des ressources énergétiques, des ressources hydrauliques, les savoir-faire, l'organisation de la société. Bref, on en a déjà un petit peu parlé. Et on ne peut pas vraiment comprendre l'évolution d'un objet, son succès, sa réussite, sans avoir présent à l'esprit l'ensemble de ces facteurs. Donc une étude de diffusion technologique n'est pas que l'étude de l'objet en lui-même et pour lui-même. C'est l'étude de l'objet dans son contexte à un moment donné qui fait qu'on va pouvoir comprendre comment les choses se passent et peut-être par où les choses passent. Ce système socio-technique s'inscrit dans l'espace. Voilà une période médiévale, ça vient de l'ouvrage collectif, là aussi de Florian Mazel, hein, sur les potiers dans le Val-de-Loire. Et on voit là le système technique qui devient un système géographique.
avec des ressources d'argile, leur quantité, leur qualité, et puis des ressources humaines, de savoir-faire, de développement d'ateliers de production, donc d'un capitalisme, d'un marché, de toute une série d'éléments. Et évidemment, on va retrouver aussi des variantes techniques. L'analyse de ce thème qui a été fait, la documentation est une documentation de type archéologique. C'est le regroupement d'informations de l'archéologie préventive en termes avant des travaux de construction d'infrastructures. Vous connaissez tous ce système. Eh bien, on a pu, comme cela, cartographier des réalisations, ici la poterie, et des variantes. Alors, on voit apparaître peut-être une autre idée, c'est des lieux experts, des lieux plus remarquables que d'autres. Par la qualité des objets qu'ils font et par cette fois-ci une diffusion d'un nouveau type qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est l'occasion de le faire, c'est la diffusion commerciale. Et les réseaux commerciaux jouent sans doute un rôle absolument essentiel. Et donc là, l'exemple pris dans l'époque du Moyen Âge, donc ce sont les travaux d'Élisabeth Taburet de La Haye, naissance et évolution de l'œuvre de Limoges, c'est donc les émaux champs-levés du Limousin et qui se diffusent, je ne sais plus, c'est le XIIIe, XIVe siècle, dans toute l'Europe, hein, et qui représente un pôle d'excellence. Donc cette idée de pôle qui, à un moment donné, n'ont pas à eux seuls une vérité qu'ils vont répandre ailleurs comme ça, mais qui sont un peu meilleurs que les autres. On fait des émaux de partout en Europe, de partout dans le monde arabo-islamique aussi. Mais là, il y a, pendant une période donnée, un pôle d'excellence qui se crée et qui va rayonner, dans un premier temps diffuser, vendre ses produits et peut-être dans un deuxième temps faire diffuser ses compétences scientifiques, technologiques. Alors, à nouveau, petit détour par la pédagogie, on essayait avec les étudiants de travailler ces questions-là et puis de revenir à je ne sais pas comment on peut appeler ça, un métamodèle ou une ontologie, de dire qu'est-ce qu'est l'ontologie d'un système technique. Est-ce qu'on peut réunir un ensemble de conditions? Alors, on appelait ça, pour essayer de donner un petit sourire, la marguerite de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ces systèmes techniques se mettent en place et éventuellement qu'ils rencontrent les conditions d'évolution? Voilà. Alors, je ne vais pas le commenter, ça nous entraînerait trop loin, puis c'est quand même pas un cours, hein, mais ça... voilà. Alors, mais on voit hein, toutes les dimensions de la société qui sont mobilisées et également la pluridisciplinarité absolument indispensable si on veut véritablement comprendre un objet à un moment donné dans son contexte et comprendre pourquoi il va pouvoir évoluer, s'adapter à des situations différentes, parce que l'une des branches de la marguerite, brusquement, devient plus grosse, devient plus petite, devient manquante, devient insuffisante, devient surdimensionnée, et effectivement, il y a une répercussion sur l'objet lui-même, on en produit plus, on en produit moins, on les produit plus beaux, on les produit plus performants. Enfin, voilà, hein, cette mobilité une matrice hein, qui conditionne l'objet. Alors, je crois que dans l'illustration, moi c'était un petit peu la pêche à la ligne sur Internet, hein, je ne vous cache rien, mais pour dire, il faut que je parle du Moyen-Âge quand même, donc qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? J'ai trouvé cette gravure absolument magnifique, quoi. Parce qu'au fond, c'est le système technique médiéval occidental, quoi, hein, en une image.
Alors, j'adore ça parce que c'était toujours ce qu'on disait aux étudiants. Bien sûr, on est rentré dans une telle complexité que, mais comment je vais y arriver? Comment je vais en sortir? Alors, le gag, c'était de dire, bah, comme c'est très complexe et qu'il faudrait vraiment une encyclopédie pour traiter le problème, et que là, on a seulement une séance de TD, vous allez me faire cette encyclopédie en une page. Et là, je trouve que c'est la page qui résume ce système technique médiéval. Vous voyez les travaux de la forge, vous voyez la charrue, la version à roue de la charrue qui démultiplie. On en parlait tout à l'heure avec un collègue, plus s'il est toujours là, qui démultiplie la capacité agricole. On voit alors le chrono qui est plus ancien que le Moyen-Âge, qui vient probablement du monde celte, mais qui devient une charrette tirée, enfin tout un système de transport. Le bateau avec le gouvernail des tambours, qui est un des grands succès du Moyen-Âge occidental, et évidemment la construction des cathédrales. Alors, voilà, c'est vraiment une image du système technique. Et puis, alors, deuxième concept, c'était le premier concept, et puis j'écourterai peut-être un petit peu, je passerai après à la conclusion. C'était, alors, je ne sais pas si je faisais ça à Nantes, mais ça, tu vas me dire, j'ai un peu oublié. Mais je le faisais à Belfort avec les élèves ingénieurs. C'était le paradoxe de la chaise. Et la notion de filière technique, c'est-à-dire que là, je vais me concentrer maintenant, le système technique, ça y est, c'était le cours d'avant. Maintenant, la filière. La filière, c'est considérer un objet dans la longue durée de l'histoire, dans la longue durée du temps. Et de regarder comment cet objet évolue, parce qu'un objet, il est tout sauf constant. Hein. Même si les variations sont infinitésimales, même si on est dans ces variabilités dont je vous montrais quelques images tout à l'heure, la chaise. Alors, évidemment, un objet qui évolue dans le temps, les références, là, c'est, pour moi en tout cas, c'est Gilbert Simondon, avec son ouvrage du mode d'existence des objets techniques, qui n'est pas forcément un ouvrage toujours très facile à lire, mais qui est, je pense, très révélateur de la manière dont un objet peut évoluer au cours du temps, en tenant compte évidemment de tout ce qui précède, c'est-à-dire de tout un environnement complexe et comment il y a une forme de dialectique qui s'établit entre cet objet technique et son environnement. Alors, là, ça c'est une image, c'est ma pêche à la ligne que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressante, très curieuse pour moi. Alors, très curieuse pourquoi? Parce que c'est le trône de Dagobert, évidemment. C'est un trône démontable, effectivement. Hein, la cour est mobile, se déplace et n'est pas fixe. Donc, le matériel associé, y compris le trône du roi, doit pouvoir être facilement transporté. Vous voyez, au passage, ces conditions qui jouent sur l'objet technique et sur l'innovation qu'il peut y avoir, parce qu'un siège pliant, un trône pliant n'était pas forcément un objet aussi simple à faire. Et alors, ce qui m'a stupéfait, mais là, alors je m'en remets à Wikipédia, hein, vous voyez mon niveau de connaissance du Moyen-Âge. Hein, je vous supplie d'être indulgent dans vos questions, mais c'est qu'on me donne le nom du fabricant. Et tout à l'heure, moi, j'en étais resté aux arts mécaniques réalisés par les serfs et les gens dominés dans la société. Alors, je ne comprends plus comment, plus d'un millénaire et demi après, on connaît le nom du fabricant. Et on dit que c'est l'orfèvre du roi. Alors, moi, ça m'interroge, en tout cas, sur les statuts sociaux et sur les transgressions sociales. Et je me demande si, dans le domaine de la technologie et des sciences, on n'a pas de multiples transgressions sociales et que les circulations sont non seulement celles des sciences et des techniques, mais sont aussi les circulations entre les classes sociales et que ces dynamiques-là sont peut-être à prendre en considération. Alors, le sujet à l'époque, c'était un gag, ça c'était pour les élèves ingénieurs. C'était de leur dire, voilà, bon, ok, d'accord, une chaise aujourd'hui, sujet glacial. Je vous promets, si ça va vous intéresser, c'est pas un truc bidon.
à côté de fabriquer un avion ou de fabriquer je ne sais quoi. Si, si. Alors la question du jour, le TD du jour, c'est dites-moi pourquoi la chaise dont on connaît parfaitement les principes, le trône de Dagobert, mais ça existe aussi dans l'Antiquité égyptienne, hein, pourquoi la chaise n'est réinventée qu'à la Renaissance? Vous avez 1h30 de TD pour répondre. Alors, il nous dit, ah ouais, mais on ne sait pas produire les matériaux, le bois, le machin, tout ça. Et puis, alors, on avait une imagination technologique de la part des élèves ingénieurs qui était assez magnifique. Et puis, alors après, on faisait, donc, héritage de Simondon, application des idées de Simondon, l'idée d'une génétique technique. Et on disait, ah ben oui, mais ce n'est pas une raison technique qui fait qu'on n'invente pas la chaise. C'est en fait une raison sociale. Pourquoi? Parce que le s'asseoir individuel est le privilège des les plus hautes fonctions politiques ou religieuses. C'est le trône, le pouvoir civil, ou c'est le siège de l'évêque. Si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas du tout latiniste non plus, cathédrale, c'est le lieu de la chaise. Le lieu de la chaise. Mais il n'y a que l'évêque qui a le droit de s'asseoir sur la chaise. Que le roi qui a le droit de s'asseoir sur le trône. C'est un attribut du pouvoir. Vous vous asseyez sur le trône, c'est un crime de lèse-majesté. En gros, vous y laissez votre peau. Donc, alors comment on s'assoit au Moyen-Âge? Alors du coup, ça ouvrait une discussion qui était assez intéressante. Ah ben oui, vous êtes un élève ingénieur, vous montez une société. Si vous ne pouvez pas vendre des sièges parce que vous allez laisser votre peau et que le roi va penser que vous voulez prendre sa place, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez aux gens pour s'asseoir? Alors, eh bien, comment on s'assoit au Moyen-Âge? C'était une question assez intéressante. Finalement, on s'assoit d'abord le long des murs, sur les coffres. Je parle du Moyen-Âge occidental. Hein. On s'assoit sur les escaliers. Il y a un s'asseoir qui n'est pas individuel, qui est collectif et qui est périphérique à la salle. Puis on voit qu'on va créer le banc, par exemple. Alors, du coup, ça a amené à avoir un graphe. Les élèves ingénieurs aiment bien ça. Donc, évidemment, en abscisse, on a le temps. Et alors, en ordonnée, on essayait de trouver le paramètre déterminant. Alors, le paramètre déterminant, c'était le confort. Et finalement, j'avance un petit peu, on arrivait à la conclusion qu'il fallait un groupe social suffisamment puissant, suffisamment fort et suffisamment indépendant pour s'affranchir de la peur de la sanction royale ou de la peur de la sanction ecclésiastique. Et où trouve-t-on ces gens? Eh bien évidemment, les drapiers qui se sont enrichis à Florence et qui ont pris le contrôle de la ville et qui créent une nouvelle aristocratie basée sur la richesse et sur le commerce et non pas sur les armes et la religion. Et eux vont commencer à s'asseoir individuellement au milieu de la pièce. Et on voit croître les conforts, apparaître les dossiers, les coussins, je vous en passe. Alors, peut-être, et ce sera mon dernier exemple, c'est les routes de diffusion, hein, la diffusion des matériaux, la diffusion des objets techniques, c'est assez bien connu. On a là des routes d'échange qui sont d'abord des échanges économiques. Les hommes se déplacent et des réseaux apparaissent, des échanges apparaissent et on a forcément de la circulation des idées qui sont supportées par les hommes, par les rencontres, par les échanges qu'ils peuvent avoir au long de ces échanges. Alors, quelques exemples d'échanges. La route de l'Étain, qui est bien connue. Alors, c'est une carte assez simplifiée, mais qui montre que depuis la Cornouaille, lieu de production, vers le bassin méditerranéen, lieu de consommation, on a besoin de l'étain pour faire du bronze. Donc, on est carrément dans des époques proto-historiques. Hein. Et ces routes sont aujourd'hui parfaitement bien identifiées. Donc, elles sont puissantes, durables et bien organisées. Donc, ne les sous-estimons pas, ce sont des voies de circulation des idées techniques. Un autre exemple que j'ai trouvé dans Florian Mazel, c'est l'ouverture
rupture des routes commerciales de l'Eurasie au XIIIe siècle liée à la conquête mongole. Et quand les Mongols viennent au Moyen-Orient, la prise de Bagdad, la fin des Abbassides, et j'ai trouvé ce fait extrêmement intéressant, c'est que dans les décades qui suivent, les décennies plus exactement qui suivent, les siècles qui suivent, on va trouver des poteries chinoises absolument de partout, mais en masse dans toutes les zones qui étaient des zones de la civilisation arabo-musulmane. Donc, la route de la soie n'est pas seulement un concept d'aujourd'hui, et pas seulement pour transporter la soie, mais ça a vraiment été une route commerciale extrêmement importante. Et si on cherche bien les routes, on en trouve quand même beaucoup. Une qui est dans les Andes, le Papatnan, qui est une route andine qui a été réalisée à l'époque Inca et même auparavant. Et ça a été inscrit au patrimoine mondial. C'est comme ça que je connu ce site. Et on voit à ce moment-là un réseau se mettre en place et les hommes qui circulent. Et si les hommes circulent, leurs idées aussi avec eux. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Hein. J'ai épuisé mon temps. Voilà. Je vous ai livré quelques réflexions, peut-être 2-3 mots de conclusion. Si vous voulez, sur les interrogations que pose une histoire des techniques que on veut à la fois contextualiser, mais aussi une histoire des techniques qui est ouverte sur une pluridisciplinarité absolument indispensable, qui touche donc non seulement aux méthodes classiques de l'histoire d'études documentaires, mais également à l'archéologie, également à l'ethnologie, et je pense aussi à l'histoire sociale et politique des différentes régions du monde. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce panorama diachronique sur l'histoire des techniques. Merci aussi d'avoir fait ce petit retour sur le Moyen-Âge et sur le monde arabo-islamique. Et merci pour toutes ces informations et tous ces exemples sur la transmission des savoirs, qui est un peu le cœur de notre colloque. Et c'est une belle conclusion, parce que ça ouvre des perspectives un petit peu, ça déborde aussi du cadre temporel. Et c'est un peu notre objectif de ne pas cloisonner les choses. Et tu as bien fait un panorama aussi sur toutes les voies, justement, de transmission commerciale, humaine, savante, livresque, institutionnelle, etc. Alors, on va prendre quelques questions. Et puis après, je passerai la parole à Florence Ninit pour donner quelques mots de conclusion de ce colloque. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule pour 2-3 questions peut-être à Michel. Philippe, il y a un micro ? Merci. Merci pour cette intervention. Je repensais à votre tableau sur les conditions requises pour qu'une technique apparaisse. Vous avez dit plein de choses, c'est riche. Je me demande si il manquait pas quelque chose. Si vous avez rajouté quelque chose, grave. Je pensais ça, vous avez parlé des besoins et je me demandais si c'était pas une vision un peu rationaliste peut-être de l'émergence d'une technique quand on réfléchit au contexte. Est-ce qu'il faudrait pas intégrer les désirs, voire les désirs maladifs, névrotiques, étranges? Je prends juste quelques exemples. Si on prend les technologies au XXe siècle et qu'on veut comprendre ce qui s'est passé et qu'on remarque que la plupart, enfin que beaucoup de ces technologies consistent à, s'appellent toutes télévision, télémachin, donc mettre à distance ou détruire les distances. On voit qu'il y a un réseau de désirs qui semble un peu bizarre et qui s'explique difficilement quand même par un simple besoin. C'est la télévision, on n'a pas eu un besoin fondamental de télévision. Comment ça se fait que toutes les télécommunications, enfin qu'au même moment, des inventions qui sont en fait très sommaires, par exemple l'enregistrement mécanique du son, qui n'est pas très compliqué au niveau technique, pourquoi ça n'apparaît qu'au XIXe siècle? C'est un peu comme le problème de la chaise.
c'est qu'il y a un moment ou un autre un désir à la fois d'enregistrement et de mise à distance ou destruction des espaces. Est-ce qu'on peut vraiment contextualiser une invention technologique sans tenir compte peut-être des désirs inconscients, névrosés de l'humanité? Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution parce on va enrichir la marguerite d'une dimension supplémentaire. Mais vous avez parfaitement raison. Et, voilà, on a laissé ça en plan avec des élèves ingénieurs, donc c'est bien d'en discuter avec des gens qui ne sont pas des élèves ingénieurs. Merci. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour cet exposé très intéressant. Mais j'ai une idée assez vague concernant l'histoire de la chaise. Tout ce que je connais, je sais que la chaise a été inventée par les Égyptiens, d'après ma connaissance. Hein, par les Égyptiens, il y a 2600 à peu près, ou 2500 avant Jésus-Christ. Ma question, est-ce que vous pensez que depuis 2600 jusqu'au milieu du Moyen-Âge, hein, la chaise est restée un privilège, hein, et jusqu'à cette date, à peu près 4000 ans ou plus, hein, pour devenir populaire, je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est ça? Oui, alors comme je l'ai dit, les choses ne cessent d'évoluer. Et je pense que l'usage de la chaise dans l'Antiquité égyptienne n'était pas du tout le même que celui de l'époque médiévale. Hein. Le privilège apparaît, je pense, à l'époque médiévale. Hein. C'est, me semble-t-il. Hein. Mais les usages, je ne sais pas très bien pour l'Égypte, je ne vous cache pas. Mais c'était peut-être plus symbolique. Je ne sais pas si c'est pas lié au culte des morts ou des choses comme ça, peut-être. Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est une question qui reste à préciser. Oui. Oui, qui pourrait être précisé. Oui. Je me demande, durant 4000 ans, la chaise n'est pas devenue quelque chose de populaire. C'est un peu... C'est un peu mystérieux, oui. Oui, c'est un peu mystérieux, oui. Mais ça amène, moi c'était un outil pédagogique, hein, vous l'avez compris, hein, ça a amené une réflexion sur la société. C'est-à-dire, il n'y a pas que des déterminants techniques à la naissance d'un objet. Et la société peut peser très très lourdement, donc une forme d'inconscient collectif, etc., de croyances religieuses ou autres, ou de croyances politiques, hein, la hiérarchie, le roi, etc., qui peuvent être des freins, des inhibiteurs d'innovation. C'est pas qu'on ne sait pas faire, mais d'autres raisons font qu'on ne le fait pas, quoi. Hein. Et inversement, quand ça se libère, hein, la question tout à l'heure sur la télécommunication, quand certains aspects sociaux se libèrent, alors peut-être des désirs, peut-être, vous avez raison, il faut l'appeler comme ça, à ce moment-là, hop, on voit un possible qui se met à se mettre en route, quoi, qui se réalise. Hein. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on va prendre deux dernières questions, je pense, Sophie et Jean-Charles. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est, je dirais, pour alimenter votre réflexion, toujours avec cette chaise remontant à Saint-Éloi. Mais simplement par rapport aux groupes sociaux, vous avez, je dirais, souligné. Le hasard fait que je travaille un petit peu sur les signatures au Moyen-Âge en islam. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des corps de métier qui ne signaient jamais ou qui ne se mettent à signer qu'à un certain moment, alors que d'autres signent depuis l'époque abbasside, parce qu'on a des témoignages, je dirais, que l'archéologie révèle. Et ceux qui signent depuis très longtemps, en islam médiéval, ce sont les métallurgistes, notamment les dinandiers. Pas uniquement les facteurs d'astrolabe, qui manifestement ont une personnalité qui est bien dans la société, je dirais, représentée. Et ces facteurs d'astrolabe, on les connaît parce qu'ils étaient aussi manifestement des dinandiers, mais aussi des astronomes. Mais on a aussi des gens qui font simplement des grillages de fenêtres en métal, et on a parfois des signatures. Donc, ce qui laisse à penser que dans certains contextes urbains, un simple
simple artisan quitte son statut d'artisan anonyme pour devenir quelque chose d'autre, encore un bourgeois, mais il acquiert une personnalité qu'il peut rendre publique dans la société. On a pour certains potiers, des céramistes, à l'arrière, Oui, à la signature. une signature, Oui. n'est-ce pas? Ça dépend des techniques, évidemment, et parfois ça dépend aussi de l'atelier. Mais paradoxalement, les architectes qu'on pourrait croire, les moins de 10, qu'on pourrait croire être des intellectuels, ne se mettent à signer leurs œuvres qu'à partir du XIVe siècle, alors que les Dinandiers le font depuis bien plus longtemps. Et nous penserions que les architectes avaient été reconnus, mais ici c'est plutôt l'inverse, que je dirais le monde des signatures laisse à penser. Et manifestement, cette complexité des groupes sociaux dans les villes, les campagnes nous échappent, je dirais, est quelque chose à prendre en compte, à essayer de mieux étudier par rapport à cette transmission des techniques, des savoirs, etc. Oui, oui, absolument, absolument. Je vous remercie pour la précision. C'était tout à fait intéressant. Sophie, tu voulais poser une question? Une dernière question. Mais décidément, la chaise. D'abord, un tout grand merci pour cette vraiment brillante communication très dynamique et panoramique. Moi, je voulais revenir donc, deux secondes sur cette chaise. Dans l'Antiquité romaine, la chaise curule, c'était un privilège de magistrat. Ah oui, Ouais. déjà, oui, Oui. d'accord. Et moi, bon, pour actualiser aussi, la chaise, on cède toujours sa chaise à quelqu'un qui est plus âgé ou plus important. Donc ça reste aussi avec un autre discours, évidemment. Mais voilà. Oui, oui, ben, merci des précisions. Je vois que vous complétez très bien l'exposé. Merci beaucoup, merci Michel, encore une fois, merci à tous. Je passe la parole à Florence Ninit, notre collaboratrice, pour conclure ce colloque. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Vous avez rappelé le bruit comme ça. Oui. Oui, éventuellement. Oui, on va le faire peut-être juste pour dire au revoir, quoi. Chers collègues, chers amis, nous voici arrivés à la clôture de notre colloque. Alors, après un programme aussi riche et complexe, il sera difficile de proposer une conclusion exhaustive. Et je pense que certains d'entre vous seront contents de savoir que je n'abuserai pas du temps qui m'a été imparti et que je n'atteindrai pas les 30 minutes allouées à la conclusion. Et qu'après une conférence plénière aussi riche comme celle que nous avons eue précédemment, nous avons déjà, si j'en crois les questions, une bonne assise pour cette conclusion. Je me passerai donc de certains éléments. Je reviendrai donc sur les grands points que nous souhaitions aborder durant ce colloque et auxquels nous avons répondu au cours de ces 3 jours. Donc tout d'abord, notre approche se voulait dynamique et déterritorialisée, tout va bien, en convoquant l'expression des savoirs sous diverses formes, écrites, orales, iconographiques, archéologiques, artistiques, et souhaitant explorer les contextes de leur émergence et de leur construction. Cette ambition a été pleinement rencontrée, puisque ces savoirs ont été abordés dans leur théorie ainsi que dans leur pratique et leur matérialité. L'iconographie, la littérature et l'archéologie rendent compte de nombreux aspects de cette question. La littérature offre, par exemple, de nombreux témoignages comme ceux de Liud Prand de Crémone ou d'Oussama Ibn Munkis qui livrent et qui transmettent expériences et observations personnelles et de précieux détails sur certains mécanismes et certaines pratiques. À cet égard, nous souhaitions aussi nous inscrire dans la continuité de certains que nous avons précédemment mentionnés, afin de favoriser l'interdisciplinarité, mais aussi le décloisonnement des disciplines. Alors d'un côté, les différentes disciplines qui entrent en jeu dans l'histoire des sciences, selon un angle épistémologique, pour définir et comprendre le passé des savoirs, sont aussi multiples que les composantes des sciences, techniques et savoirs étudiés. De l'autre, cet appel à décloisonner a trouvé un écho stimulant et riche dans la définition en elle-même des sciences, arts et techniques décrits, dans l'axe dont le but a été d'explorer l'interconnexion entre les différentes sciences ainsi que les échanges des savoirs et des savoir-faire entre elles. Aucune
de ces sciences et aucun de ces savoirs ne se développe en vase clos, réalité dont rendent compte les multiples traités dédiés à des sujets précis, ainsi que la classification des sciences qui ont été présentées durant ces 3 derniers jours. De même, ces classifications de sciences se révèlent circonstanciées. Comme certains d'entre vous l'ont souligné, elles ne reflètent pas seulement l'opinion de certains auteurs, mais elles sont aussi notablement influencées par la situation des sciences dans la société à laquelle appartient l'auteur. Science et savoir sont un produit d'histoire et un produit de l'histoire. Un point commun qui a été soulevé par de multiples conférences est le rôle de l'inconnu, des conjonctions précises et hasardeuses et de l'événementiel. Pourquoi s'intéresse-t-on à certaines questions? Qu'est-ce qui motive le développement de disciplines et de certaines techniques? Ces développements et la mise en place de ces questions et le développement des branches et savoirs est intimement lié à plusieurs catégories d'événements. Nous avons par exemple vu certains développements qui se font écho à la diffusion et à l'enracinement de l'islam. Ils font aussi écho à différents types de catastrophes, tout d'abord naturelles, comme on l'a vu avec l'éruption des épidémies. Ensuite, humaines, si l'on pense par exemple aux croisades ou aux conquêtes, ces dernières catégories d'événements qui sont souvent cantonnés à l'aspect militaire, destructif ou diplomatique, sont généralement le point de rupture et de continuité et donc de réinvention, de bouleversement desquels découle un besoin d'adaptation et de repenser le monde ainsi mis à mal. Un exemple de cela a été mentionné par plusieurs d'entre vous, est évidemment la conquête mongole et notamment la chute de Bagdad. Nous pouvons aussi mentionner les mouvements de population, de groupes et de communautés, qu'ils soient volontaires ou involontaires, comme on l'a vu par exemple avec certaines conférences sur l'histoire de la musique avec les ventes d'esclaves ou les mouvements de population comme les juifs arabophones qui sont remontés dans le nord de l'Europe. Et on l'a mentionné dans la dernière conférence, une nécessité plus pratique et aussi du désir. Un autre axe central concernait les différents acteurs de cette histoire. Nous avons voulu interroger les notions d'autoritas et d'acteurs secondaires, voire marginales, ainsi que le rôle que ceux-ci ont joué. Ont été mises en évidence plusieurs figures historiques qui, grâce à différents profils, ont joué un rôle décisif dans ce renouvellement ou dans cette transmission des savoirs. Et il a été montré que ce rôle n'est pas toujours volontaire. De même, le savant n'est pas toujours celui qui transmet les savoirs. L'on trouve également l'amateur éclairé, le passionné, comme Frédéric II de Hohenstaufen, ou le lecteur curieux. De même que l'esprit encyclopédique, le profil mixte, si l'on pense aux exposés qui ont abordé Ibn Khaldoun et Al-Qazwini. En parallèle à cela, on a évoqué de nombreux lieux connus et inconnus de la diffusion des sciences, et tout ceci témoigne de diffusion plurielle et d'un intérêt pour ces questions qui dépassent le cercle des initiés et d'une constante appropriation de ces savoirs. L'un des derniers aspects que je souhaiterais aborder concerne les humanités numériques et le développement de nouveaux outils. En eux-mêmes, ils offrent déjà une modernisation de la manière de penser et de moduler la classification des sciences, et à travers ces nouvelles possibilités, les représentations et la spatialisation de ces sciences poursuivent leur évolution. Enfin, je souhaiterais revenir sur l'ouverture et l'interdisciplinarité et au croisement des points de vue, expérience et expertise que nous voulions privilégier. Des témoignages et des discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre vous ressort un enthousiasme marqué à l'égard des rencontres et découvertes survenues durant ces 3 jours. Écouter des experts de tout domaine a engendré un renouvellement de perspectives, mais aussi de la curiosité. Ce résultat est une indescriptible félicité pour nous les organisateurs et n'aurait pu être possible sans la qualité de vos présentations, la vivacité des débats suscités par chaque sujet, par chaque question de recherche. D'ailleurs, cette intensité dans les échanges nous aura parfois menés hors du programme que nous avions théorisé, puisque toute planification de colloque s'apparente à une démarche empirique avec sa conceptualisation, sa mise en pratique, ses échecs, mais aussi ses réussites. Nous souhaitons donc du fond du cœur vous remercier pour votre investissement humain et intellectuel, ainsi que pour votre disposition bienveillante et chaleureuse face aux aléas du direct. Et nous souhaitons aussi étendre nos remerciements évidemment à la Bait al-Hikma, professeur Mahmoud Ben Ramdan et le professeur Hamdi Nayafer pour leur accueil, ainsi que le personnel qui nous a permis de mener à bien toutes ces présentations dans les meilleures conditions. L'Université de la Manouba, l'Université catholique de Louvain, la Bibliothèque nationale de Tunis, tous les professeurs qui ont participé au comité scientifique, les personnes qui nous ont aidés, je pense à Cyrine, à Leïla, mais aussi à tout le comité d'organisation, le comité scientifique. J'étends mes remerciements
à mes compagnons d'aventure, Kauthar, Grégory et Meïssa, mais surtout Meïssa, parce que si elle vous répétera sempiternellement que c'était un travail d'équipe que nous avons mené de front, un travail d'équipe d'une telle ampleur et d'une telle ambition n'aurait jamais pu être mené à bien sans Meïssa qui a représenté l'âme et le cœur de ce projet. Comme quoi, c'est exagéré, c'est un travail d'équipe quand même. Grégory, Florence, vous pouvez venir pour saluer le... Bon, bien sûr, elle exagère beaucoup. Florence, c'est un véritable travail d'équipe. Sans cet échange et ces efforts collectifs, je pense que ça aurait été très difficile. Chacun a apporté sa touche et, à travers ses différentes voilà, qualités et spécificités. Donc, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, avec Céline. Leïla n'est pas là, elle est pas là. Je ne sais pas si elle est là, Leïla. Leïla? Non, elle est partie. Donc Leïla et Céline nous ont aidés aussi pour le comité d'organisation. Je réitère mes remerciements, je ne vais pas les énumérer comme l'a si bien prononcé Florence. Donc pour Beit el-Hikma, Mokded qui est là, donc c'est notre collègue, ami, camarade, référent de Beit el-Hikma, donc du département des études islamiques, donc un académicien qui nous a infiniment soutenus. Et je pense que sans sa gentillesse et sa générosité aussi, on n'en serait pas là aussi. Merci. Comment? Tu veux venir? Merci, merci beaucoup. Bien, parfait. Tu veux dire quelques mots peut-être? Non, merci. Ah, c'est pour ça. Non, mais juste une petite chose de pratique. Je crois qu'on va aller vers Sidi Boussaïd pour le programme, pour profiter encore un peu des richesses de la Tunisie. Et je proposerais de faire une petite jolie photo avec vous tous aussi, vous toutes et tous, devant la Beit al-Hikma. Je crois qu'il ne faut pas partir sans faire une jolie photo de tout le groupe aussi. Merci à vous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour cette... On va faire une photo. En étant assis, Dans la Beit on était assis et on va en faire une dehors. al-Hikma. Avec D'accord.